Donc, je m'appelle Alexandra Tremblay. Je suis une écrivaine et artiste vidéo qui essaye de faire de l'art vidéo, qui vient de Colombier, sur la Côte-Nord. J'ai connu Laurie au Saguenay. J'ai étudié à l'UQAC. J'habite depuis 2015 à Montréal. Et j'ai publié un premier roman qui s'appelle L'épidémie de VHS, qui parle de un peu de mon adolescence à Colombier, sur la Côte-Nord, qui parle de mon rapport avec mon village, mais aussi qui mêle aussi certaines choses qui sont liées à mon début de mon âge adulte, début de ma vingtaine, quand j'étais au Saguenay. Et je vais me servir de ce livre-là un peu pour présenter mon sujet. Sinon, je suis ici en résidence jusqu'à la fin de la semaine prochaine, sur invitation justement de Laurie. Je travaille sur un projet de poésie documentaire, c'est-à-dire de la poésie, mais qui est basée sur des entrevues, qui est basée sur la parole des autres personnes, plutôt que la poésie classique, qui est beaucoup plus, disons, dans du subjectif, dans de l'émotion, puis beaucoup sur la réalité de l'écrivain. Moi, plutôt, je vais à la rencontre de d'autres personnes. Mon livre porte sur un documentaire qui s'appelle 2 pouces en haut de la carte, qui est un documentaire qui a été fait en 1974 sur pas mon village, je veux dire sur Baie-Comeau, qui parle de la scène artistique underground de Baie-Comeau. Et donc, ce projet-là, depuis un an, j'ai fait des entrevues avec les gens du documentaire. J'écris aussi par rapport à mon expérience aussi d'être une artiste sur la Côte-Nord, d'avoir grandi dans cette région-là qui est très industrielle, post-industrielle même, parce que le gros pic industriel de la Côte-Nord est assez derrière. C'était les barrages hydroélectriques, l'industrie des pâtes et papiers. Et ben ça, je voulais en parler peut-être plus la semaine prochaine. Mardi, je vais on organise une projection du documentaire sur lequel j'écris, 2 pouces en haut de la carte. Je vais expliquer comment j'ai un peu tout mon processus. Et jeudi prochain, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait durant ma résidence. Durant ma résidence, j'espère finir d'écrire mon livre, tout en faisant des liens un peu avec la Gaspésie, et aussi de vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait comme art vidéo, parce que les réalisateurs du film avaient une pratique vidéo qui est aussi intéressante et que je vais essayer de vous présenter. Mais bon, tout ça pour revenir à mon atelier, la géopoétique de la Gaspésie. Est-ce que vous connaissez ce terme-là, géopoétique? C'est bon, je vais vous l'expliquer. La géopoétique, c'est l'appartenance avec le territoire à partir du lien qu'on entretient avec celui-ci. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un lieu est important pour toi? C'est quoi ta relation avec ce lieu-là? Est-ce que pour toi, ton territoire que tu habites est associé à quelque chose de positif, de plutôt neutre dans les faits ou plutôt négatif? Oui. Pas du tout. Merci de le dire, Laurie. La manière que je vais présenter une définition du terme, mais je vais aussi vous présenter des auteurs qui ont une pratique ou qui ont écrit et que c'est en lien avec ce concept-là. Mais vraiment, vous pouvez m'interrompre puis me poser des questions. J'avais juste une question, savoir, oui. Est-ce que c'est un terme que tu as inventé ou est-ce que c'est un terme qui existe? C'est un terme qui existe vraiment. C'est vraiment un terme théorique. Parce que c'est un terme, en fait, qui a été théorisé par la professeure Rachel Bouvet, qui est une professeure de l'UQAM, je pense. Elle a écrit un essai vers une approche géopoétique et elle définit 4 principes à la géopoétique. L'appel du dehors, reprendre contact avec le monde qui exige d'aller explorer physiquement, d'aller dehors de la maison. La critique radicale, ça je vais en parler dans mes extraits. Donc c'est aussi
Le géopolitique invite à remettre en question nos façons de vivre, alors parce que le mode de vie occidental, le mode de vie dans certaines parties du monde, notre relation avec la nature, mais aussi notre relation avec les industries, avec les autres humains sur le territoire. Mais aussi, il y a un idéal aussi de réapprendre à vivre sur le territoire, de réapprendre à vivre dans certains endroits et d'avoir une meilleure relation avec ce territoire-là, avec cette région-là. Le mouvement aussi, très important, c'est un mouvement, c'est un concept, une forme d'écriture qui demande de marcher, de flâner, d'explorer les lieux, d'arpenter, c'est un peu dans une idée d'enquête, d'investigation aussi, un peu rentrer en relation avec le territoire, rentrer en relation aussi avec les objets, par exemple, aller sur la plage, regarder les coquillages, regarder les algues, prendre des pierres, les amener avec soi. C'est tout dans l'idée de création avec le mouvement, mais aussi c'est aussi dans une idée que c'est en faisant du mouvement qu'on crée, puis la création, le mouvement sont ensemble. Et aussi les marges, redécouvrir le monde, sortir des sentiers battus, aller à l'extérieur de ce qu'on connaît, aller à l'extérieur de là où les gens s'installent, avoir un point de vue aussi vierge, un peu enlever ses préjugés, enlever son idée reçue pour vraiment entrer en contact avec le territoire, mais aussi avec les gens. Le territoire, les gens, un peu tout ce qu'il y a sur dans cet espace-là. S'intéresser au courant de pensée alternatif, remettre en question nos relations avec un territoire, remettre en question nos relations. Puis vraiment peut-être partir à neuf dans la création avec le territoire, avec l'espace. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous comprenez un peu mieux? OK. Oui. Donc, c'est à partir de ça, je vais vous présenter des petits... attendez, je vais voir si j'ai tout dit ce que je voulais dire. Oui, c'est pas mal ça. Oui, bien sûr. Pour son essai vers une approche géopolitique, comme c'était quoi le but de ça? Comment quand on est venu à sortir le terme genre géopolitique? Est-ce que c'était dans un... Géopoétique, c'est la contraction de la géographie et la poétique. Elle se base avec des rencontres, mais aussi l'œuvre de ces auteurs-là, Kenneth White, Victor Segalan, Le Clésio, qui était un auteur assez connu. Mais je pourrais pas dire un peu tout son contexte. Je me suis un peu basée rapidement sur son livre, mais je pense que je vous encouragerais à lire peut-être plus son livre ou un peu lire là-dessus. Mais je pense que ça répondait un peu à... ça n'a pas créé une pratique, mais plutôt il y a essayé de trouver un terme pour parler de tous ces artistes-là, tous ces auteurs-là qui ont fait de l'exploration puis de leur relation avec un territoire, leur création littéraire, leur création artistique même. Donc, je pense que c'est peut-être plus toute la création qui a mené à ce terme-là, mais pas vraiment elle qui a inventé une manière de faire. Non, peut-être je vais reposer ma question. C'était comme en réponse à quelque chose en tant que tel? C'est comme vers quelle année ça a été... En tout cas, je sais pas, j'essaie juste de voir historiquement comme dans... En tout cas, pour moi, souvent, des termes comme ça, ou genre là, ça répond à quelque chose d'une certaine manière. Fait que j'étais juste curieuse. Je sais que c'est un essai qui date des années 2000, même vers 2010. Est-ce que ça répond à un courant littéraire? C'est vraiment une bonne question, ça m'amène à réfléchir. Je sais qu'il y a longtemps eu dans la littérature moderne, en France et au Québec, une espèce de détachement avec le lieu, détachement avec les personnages aussi. Faire une écriture dans les années 60 en France, l'écriture blanche qui était comme le personnage c'est pas important et le lieu c'est encore moins important. C'est juste l'action
puis la réflexion qui est importante. Donc, je sais pas si c'est directement une réponse à ça, au fait que non, on va plutôt s'ancrer, puis on va essayer de s'ancrer dans un contexte, mais je sais pas exactement. C'est 2010, donc il y avait pas, rendu là, il y avait pas vraiment de courant fort en littérature au Québec, du moins. Donc, je saurais pas dire, mais c'est vraiment une bonne question, là. Donc, le premier, je vais y aller avec des études de cas pour la suite. Donc, le premier étude de cas que je propose, c'est mon livre, qui est, donc, c'est comme je vous disais, l'épidémie de VHS. C'est des photos que j'ai prises dans mon village, puis qui, selon moi, représentent bien l'atmosphère de mon livre. Donc, ici, on voit un camp de chasse abandonné, qui reste juste la carcasse. Et on a ce champignon algue-là qui pousse dans les conifères. Je sais pas c'est quoi le vrai terme de ça, mais nous, on appelle ça des cheveux de sorcière. Puis parce que toute une histoire autour de sorcières qui font un sabbat dans la forêt et qui boivent et qui font la fête, puis que quand c'est le temps de repartir sur leur balai, ben leurs cheveux restent prisonniers des branches de sapin, puis des branches de conifères, puis c'est un peu la trace qui reste des sorcières et de leur sabbat. C'est vert, donc ça fait un peu dans un peu une esthétique un peu surnaturelle. Et ici, on a le point sur Google Maps de mon village, Colombier. Donc, par rapport au Saguenay, par rapport au Bas-Saint-Laurent. Puis au début de la Gaspésie, en tout cas, c'est vraiment la limite. Oui. Puis, donc, pour résumer, mon livre, c'est l'histoire d'une adolescente de Colombier qui a des ambitions artistiques et qui idéalise le fait de partir au cégep à la ville, partir au cégep à Montréal, parce que tout ce qu'elle voit dans les médias, c'est des gens de Montréal, des artistes de Montréal. Et aussi, elle se sent pressée de partir parce que, parallèlement, elle sent aussi une présence dans son village, comme une sorte de sorcière qui semble lui vouloir du mal et qui, elle a l'impression, va la garder prisonnière. Mon village et l'activité économique de mon village, c'est la tourbe. On a beaucoup de tourbières. C'est des marécages avec puis tu tires du fertilisant un peu de ces marécages-là. Donc, très marécageux. Donc, toute la sorcière vivrait dans cette tourbière-là. Puis, toute l'espèce d'imaginaire un peu du marécage qui tire, qui emprisonne tes bottes. Et c'est aussi, elle va faire la rencontre d'une personne qui, lui, vient de la ville pour s'installer en région. Donc, c'est tout un peu un roman qui parle un peu de rapport avec le surnaturel. Ben, le territoire, mais un territoire qui est surnaturel, tellement qui est un peu inquiétant, isolé, de relations toxiques, relations d'art, c'est de grandir aussi, de faire des choix, de rester ou partir de sa région. Donc, pour vous donner un peu une idée du ton que j'utilise, puis aussi de la manière que je parle du territoire de Colombier, je vais vous lire les premières pages de mon livre. Je vais prendre une gorgée pour y tenir tout le long, parce que je vais lire beaucoup. Cette histoire s'est passée à une époque où j'étais blême et à bout de souffle, à force de m'étouffer avec l'air du temps. Tout sentait trop l'eau de javel, le gaz, le varech, la glaise et le feu. C'était le printemps à Colombier. Je m'enfonçais dans la terre poreuse avec mes bottes de rubber, me mettais du rouge à lèvres vert et des autocollants holographiques sous les yeux. Mon regard, comme celui de la Sainte-Anne en plâtre de la chapelle, avait besoin d'une nouvelle couche de peinture. Les goélands continuaient à pousser leurs cris de sirène ankylosée, indifférents à mes drames intérieurs. Assise sur une balançoire du parc, j'attendais. J'attendais le prochain numéro du Fille d'aujourd'hui.
J'attendais que quelque chose arrive pour me délivrer. C'était une situation sans issue. J'ouvrais grand mes yeux, ahurie. Je voulais m'entailler les paupières. J'avais 15 ans. Je me battais contre mes amis imaginaires et contre mon zipper cheap qui se déboîtait. La sélection répertoire du club vidéo dépanneur, les films qui passaient la nuit à Télé-Québec et ceux gravés de Kubrick dans le sous-sol m'aidaient à me donner l'impression d'avoir accès à une offre culturelle diversifiée. Je commandais mes pâtes de taille avec du tofu pour m'habituer à être végane et je cachais mon envie de sang de bœuf en buvant du Earl Grey. J'échangeais avec les autres élèves de la polyvalente à la pause mes barres tendres contre des cigarettes que je ne fumais pas. J'étais une enfant spéciale, j'en étais certaine. Je tripais sur Boris Vian et Charles Baudelaire. Je composais dans mon agenda noirci au charpie des poèmes baroques mettant en vedette des chats et beaucoup de déchéances. Je vivais avec les animaux. Je voulais cacher tous les lièvres dans ma maison de poupée pour qu'ils ne se fassent pas prendre dans des collets, puis les nourrir de toast au beurre d'arachide et de quick aux fraises. Je passais mon temps à me coucher sur des peaux de mouton avec les outardes, à jouer les mortes trop de bonheur dans ma robe de première communion, en attendant que de jolis garçons, ados de caribou, viennent me sauver pour m'amener à Montréal. J'étais la petite crise des soirées dansantes qui ne frenchait pas, qui dansait des slows avec elle-même sous les blacklights. Je ne m'étais liée d'amitié avec personne, mais j'aimais la proximité des corps plus intoxiqués que moi. Naufragée dans une mer de peau rosâtre, je savais qu'un destin plus grand m'attendait après le secondaire. Donc, c'était l'extrait que j'ai lu de mon livre. Donc, il est un peu plus dans... on n'a pas senti... un peu, ça donne le ton de... C'est le printemps, il y a de la slush, tout dégèle, et moi, qu'est-ce que je fais? Un peu... Mais c'est pas total, tout n'est pas basé sur ma vie, mais un peu ce sentiment-là de qu'est-ce que je fais? Il y a pas beaucoup de choses dans le village qui peuvent m'aider à me divertir, puis peut m'aider à me sortir de ça. Donc ça, c'est une posture qui était la mienne durant l'écriture de ce livre-là. Pour passer à un autre cas, est-ce que vous la connaissez? Elle est quand même connue, Pomerleau-Cloutier, Noémie Pomerleau-Cloutier, avec La patience du Liquin, qui, elle aussi parle de la Côte-Nord dans son recueil de poésie. Mais justement, elle, c'est de la poésie reportage. Ça a été une grosse inspiration pour moi, pour mon projet. Et elle est moins, disons, dans quelque chose de centré sur, un peu comme mon livre, centré sur moi-même, sur être jeune en région, qu'est-ce qu'il y a à faire, et plus sur elle est allée, en fait, pour parler de sa démarche, qui est super intéressante, elle est allée en Basse-Côte-Nord. La Basse-Côte-Nord, c'est une partie de la Côte-Nord qui n'est pas reliée par la 138. C'est juste par bateau. Ça, c'est les villages jusqu'à le Labrador et Terre-Neuve qui est ici. Donc, c'est toute la partie est de la Côte-Nord. Et elle a sa démarche pour ce livre-là, elle a pris le traverse Bella Desgagnés qui fait toute la Côte-Nord et elle a fait tous les villages de la Basse-Côte-Nord pour aller parler avec des gens, pour leur demander c'est quoi leur relation avec la Côte-Nord, pourquoi ils habitent là, leur vie aussi. Puis un peu témoigner pour des personnes qui n'en parleront peut-être jamais, qui ne feront pas de l'art avec ça, des travailleurs, pas d'usine, mais travailleurs d'usine de transformation de fruits de mer, des pêcheurs, des guides de chasse, des personnes qui travaillent à la romaine pour construire un barrage, des ouvriers, donc des gens qui, tu sais, un peu une mémoire orale, une mémoire d'habiter dans cette partie-là du Québec qui est extrêmement reculée, qui est extrêmement détachée du reste du Québec par le fait qu'elle n'est pas connectée par la route. Quoi dire de plus sur Noémie, qui est une personne que j'aime beaucoup.
Oui, aussi sa biographie. C'est une poète, c'est une formatrice en alphabétisation populaire. Donc, elle apprend à lire à des personnes analphabètes. Elle leur apprend aussi à écrire de la poésie. Défend l'éducation à tout âge. Et donc, beaucoup dans la démocratisation de la poésie, dans se rendre aux autres, discuter avec les autres, les sensibiliser à la poésie. Donc, ce qui est un peu montré dans son livre. Donc, c'est à considérer comme un répertoire géopoétique des lieux de la Basse-Côte-Nord, mais des gens aussi de la Basse-Côte-Nord, des gens qui, comme je disais, ne vont pas faire d'art avec leur expérience de vie. Un inventaire des lieux pour ne pas être oubliés et une sorte d'archéologie aussi du savoir. C'est extrêmement intéressant. Je le recommande réellement, ce livre-là. Le livre est divisé en villages et je vais vous lire 3 poèmes, je trouve, qui représentent bien les gens qu'elle a rencontrés. D'abord, La Romaine qui est le nom français, et le nom Innu qui est Unamen-Shipu. La Romaine, c'est le focus est peut-être pas bien fait, mais c'est ici environ. C'est au début de la Basse-Côte-Nord. Ah, ben, vous le voyez peut-être mieux que moi. Ouais, c'est ça, la Romaine. La Romaine qui est un endroit avec où ils ont construit un nouveau barrage hydroélectrique, puis qui est vraiment, c'est ça, un peu en tout cas, vous allez voir, je vais vous le dire, je vais tout vous dire ça. À 14 ans, il guidait au saumon des riches de partout, le long de la Ouachikoutée, qu'il pompait le soir, à la force de ses biceps, pour que le privilège puisse se laver. Dans ce temps-là, j'avais des bons bras. Extraire le saumon et l'eau, 2 mois par an, 3 $ par jour, pour aider à nourrir une dizaine de bouches. Reprendre le courant, aller ailleurs, pour remplir les trous le reste de l'année. Donc, ici, un guide de chasse, un guide de pêche qu'elle a rencontré. Le deuxième poème, c'est... Puis on peut commenter sur ça à la fin. Tête à la baleine. Tête à la baleine qui est... Oui, ici. Oui, lorsque c'est... Je ne sais pas comment Google Maps a fait le souligner, mais Tête à la baleine qui est ici. Ah, puis ça, c'est, je pense, mon préféré. J'ai roulé 50 ans des machines sur la Côte-Nord. Une charpente de montagne ça sert de passeport pour forer la mine, à 13 ans. Tu as chevauché une excavatrice 3 semaines après ton premier jour de travail. Tu y es resté une bonne partie de ta vie. Du haut de ta pelle mécanique, tu as construit des aéroports, tu as creusé les kilomètres du quai à ta maison. Une à une, tu as allumé les lumières des villages de la Basse-Côte-Nord. Mais tu n'as pas connu l'école. J'avais pas le temps d'aller là. Tu connais le langage des machines, tu as une vie complète de route, de mécanique dans ta carcasse. Donc, ouais, un opérateur de... Puis, il y a comme des... Le début, c'est un extrait, c'est lui qui parle, c'est opérateur de machines, puis justement, dans les chantiers de la Côte-Nord. Puis le dernier qui est St. Paul's River. La Basse-Côte-Nord, plus tu vas vers l'est, plus c'est anglophone, parce que c'est à côté du Labrador, Terre-Neuve. Donc, c'est pour ça que plus tu vas vers l'est, plus les villages portent des noms d'anglais. Les gens parlent anglais ou parlent Innu, parce qu'on voit aussi des territoires Innu vers le nord. Mais je n'ai pas trouvé sur la carte, mais j'imagine que comme c'est assez anglophone, ça doit être collé sur le Labrador. C'est aussi vers la fin du livre. Quand tu étais adolescente, il n'y avait pas grand-chose. Tu es partie à l'autre latitude nord, vivre le miroir de ta jeunesse. De retour, tu es partout, où tu peux aider, accroître. You can have all the infrastructure, all the programs, all the jobs that you want. If you have nothing for the families, no one will stay.
un projet à la fois, un gym, une soirée de cinéma, un club de l'âge d'or. Vous avez fait de l'école une boussole, une bouée. Donc, c'était ma lecture de l'extrait du recueil de Noémie. Donc, c'est vrai, La patience du Lycain, c'est vraiment à lire. C'est justement plus factuel et plus vers l'extérieur. J'aime beaucoup cette démarche-là, d'aller vers les autres, puis de donner la parole à des gens qui ne la prendraient pas et qui seraient un peu rébarbatifs à de la poésie, à dire « Ah, je vais écrire de la poésie sur toi ». Donc, j'aime vraiment ça. Ouais, ben ça se... Oui, ben il y a la baie des haha, mais... C'est marqué en haut, doit être à la tête. Mais c'est à la baie, c'est pas ça. C'est peut-être un jeu de mots aussi. Mais je pense qu'il y a des noms qui se recoupent. Ouais. Donc, c'était ça pour Noémie. Un autre, on va aller ailleurs. On va aller à Trois-Rivières. Puis ça, c'est un... donc, je vous amène ailleurs. En fait, je vous amène vers une idée de la géopoétique qui est plutôt dans le politique, qui touche un peu à des causes sociales, qui donne la parole aussi à des gens oubliés, mais plutôt, en tout cas, dans une idée un peu d'industrie, des gens qui sont... cet auteur-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il donne la parole puis il fait vivre des personnes qui ont été mises en bande de la société, mais pour des raisons idéologiques. Comme là, ce que je vais vous dire, c'est des femmes qui ont travaillé à l'usine Fruit of the Loom, l'usine de sous-vêtements de Trois-Rivières, jusqu'à ce que l'usine ferme et qui sont retrouvées avec pas grand-chose après la fermeture de l'usine. Et aussi, Alex Neil, c'est... excusez, j'ai l'impression que je veux tout dire en même temps. Donc, Alex Neil, c'est un de mes amis, c'est un auteur, c'est un chercheur. Il vient de Trois-Rivières, il vient d'une famille ouvrière qui ont tous travaillé à la Fruit of the Loom. Maintenant, c'est un professeur adjoint à l'Université de Montréal, au département des littératures de langue française. Et justement, quand je vous parlais de son sujet d'intérêt, qui est souvent les gens mis en marge de la société, mais d'une manière un peu idéologique, en ce moment, il travaille sur un projet de mémoire queer de personnes qui sont mortes du sida, d'artistes, d'auteurs qui atteignent du sida, puis avant qu'il y ait des traitements, sont morts avant que leur texte soit publié, qui sont morts dans l'oubli, beaucoup oubliés par leur famille, beaucoup effacés par leur famille aussi, qui ne voulaient pas qu'il y ait ce genre de mort honteuse-là dans la famille. Donc, des gens qui, des fois même, ont été considérés comme disparus parce que la famille ne voulait pas le dire qu'ils étaient homosexuels et qu'ils sont morts du sida. Donc, vraiment, quelque chose de... C'est quelqu'un qui fait des reportages littéraires, qui écrit un peu sur des sujets comme ça, de société, politique, mais en donnant la parole aux personnes et en mettant tout ça dans quelque chose d'un peu poétique, quelque chose de littéraire. Donc, l'extrait que je vais vous lire, c'est un reportage qu'il a fait sur les femmes de sa famille qui ont été renvoyées de l'usine Fruit of the Loom au début des années 2000. Et ça a été publié dans la revue Liberté en 2017. Et là, j'ai l'impression que c'est un des textes qui va peut-être faire réagir. Parce que c'est à Trois-Rivières, mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup de régions basées sur des industries. OK. Le reportage s'appelle « Les femmes invisibles ». À Trois-Rivières, quand j'étais jeune, toutes les femmes qui m'entouraient vivaient sous le seuil de pauvreté. Elles entraient à l'usine le matin, filaient, cousaient, donnaient toujours le plus vite d'elles-mêmes et en ressortaient
à la fin de la journée, un peu plus usés, avec quelque chose en moins, une chose que l'usine leur aurait prise et qui aurait été dépensée à leur insu, une chose qu'elles semblaient chercher chaque soir devant le téléviseur, mais qu'elles ne retrouvaient qu'au matin, une fois la nuit passée. Là, je saute un paragraphe. Avant d'entrer à la Fruit of the Loom, certaines avaient pourtant rêvé d'être secrétaires, infirmières ou même de devenir mannequins. Elles étaient entrées à l'usine à la fin de l'adolescence parce qu'on leur avait dit que c'était là leur futur. On leur avait dit qu'elles n'avaient pas besoin de s'instruire, que les usines étaient immortelles, qu'elles continueraient d'exister tant qu'on avait du coton et des femmes à leur fournir. Mais au bout du compte, les immenses cheminées se sont éteintes, une à une. Et il n'est resté de la ville qu'un cimetière d'usines et des comptes en banque vides. Le 4 mai 2001, elles ont été les premières Le 4 mai 2001, elles ont été les premières à perdre massivement leurs emplois à la suite des accords du libre-échange. Lorsqu'au tournant du nouveau millénaire, les usines de textiles ont déménagé dans l'hémisphère sud, sans leur verser d'autres compensations que 7 semaines de salaire pour 25 ans de service. Les papetières, comme la Tripap, dédommageaient les hommes à grands frais, des hommes pourtant beaucoup mieux rémunérés qu'elles. Elles ont bien remarqué que les plus âgés de ces hommes partaient à l'avance vers la retraite et les plus jeunes vers les chantiers de construction, alors qu'on ne leur avait jamais offert à elles ni retraite ni chantier, mais elles ne sont pas fâchées. Il est vrai que leur emploi sacrifié sur l'autel du libre-échange ne valait pas grand-chose aux yeux des politiciens. Elles s'y étaient comme habituées. Le 4 mai 2001, quand on leur a annoncé la fermeture de la Fruit of the Loom, elles sont sorties pour la première fois de l'usine avec le sentiment que c'était peut-être l'usine qui s'était sortie d'elles. J'ai vu leurs yeux rougis, qui ne savaient plus trop dans quelle direction se poser. Le futur s'était dissous au contact de leurs doigts. Et c'était comme si elles prenaient soudainement conscience que le temps avait passé, qu'elles étaient vieilles et que plus aucun patron ne voudrait d'elles. Ouais, donc, c'est finir là-dessus, mais avant de pleurer. c'est tellement beau, c'est tellement beau. Puis c'est un peu... donc, je vous montre un peu différents types de géopolitique, différentes manières d'aborder ce concept-là. Donc, ici, quelque chose d'un peu plus amer peut-être, ou quelque chose où c'est pas tant le territoire en nature, mais plus les industries qui font vivre une région, qui sont abordées dans ce texte et que je trouve intéressant parce que je dis souvent, mais c'est pas juste moi qui le dis, que par exemple la Côte-Nord est une région de patriarcat ouvrier, c'est-à-dire que un peu toute la Côte-Nord s'est construite autour d'industries qui étaient traditionnellement masculines, comme la construction du barrage Daniel Johnson, Manic 5 à Haute-Rive, l'industrie des pâtes et papiers à Baie-Comeau, l'industrie de la tourbe à Colombier, qui est assez récent, mais qui est quand même assez des jobs physiques, disons. Donc, c'est un peu... puis aussi, ça, je vais en parler un peu plus tard, Fermont, qui est une ville minière de la Côte-Nord, où les gens qui vont habiter à Fermont, c'est tout parce que le père a trouvé une job à la mine, puis que la femme suit, les enfants suivent. Mais il n'y a pas vraiment d'autres jobs à part la mine à Fermont. Il y a leurs blondes, leurs femmes, c'est un peu les infirmières, les profs. Puis ça, je sais pas à quel point c'est vrai, mais ce qu'on m'a dit, c'est que aussi, dans un cas où le couple se sépare, ou la famille, où il y a un divorce, souvent, c'est comme, on fait savoir à la mère, à la blonde, qu'elle n'a pas d'affaires à rester, parce qu'elle travaille pas à la mine, t'sais. Fait qu'un peu, tu peux partir parce qu'on... Hein? C'est un peu, je sais pas, des histoires qu'on entend, mais c'est Fermont, j'en parlais avec une autre autrice
c'est une ville assez mythique de la Côte-Nord. Et donc, tu sais, je parlais des mythes du Saguenay, mais Fermont, c'est un peu un mythe de la Côte-Nord. Puis un peu de, justement, cette industrie-là qui est très présente, puis une industrie qui est dans l'exploitation de la nature, puis qui est un peu surréelle d'une certaine manière. C'est-tu ma prochaine diapositive ou est-ce que je parle de Fermont? Ah, je pense que je vais passer tout ça à Fermont. Fermont. Erika Soucy. Est-ce que... Je la connais, je l'ai fait venir dans les écoles ici. Ah oui! Erika Soucy, qui est une écrivaine de Portneuf-sur-Mer. Portneuf-sur-Mer, c'est un village qui est proche du mien. Les enfants de Portneuf-sur-Mer et les enfants de Colombier vont à la même école secondaire qui rassemble tous les villages. Erika Soucy, qui est... j'ai une petite bio d'elle, qui est une poète, qui est une comédienne, qui est née en 1987 à Portneuf-sur-Mer, qui est un village pas loin de chez moi. En 2007, elle a fondé l'OFF Festival de poésie de Trois-Rivières. Plus récemment, elle a écrit la série télévisée Les Perles. L'extrait que je vais vous présenter, c'est un extrait de son roman Les Murailles. Est-ce que quelqu'un... Oui, t'as lu? OK. Peut-être tu sais où je m'en vais. Oui, qui a été faite aussi en pièce théâtre, justement, qui a été adaptée en théâtre. Et Les Murailles, qui vient d'une résidence d'artistes qu'elle a fait à Fermont. Donc, Fermont, une ville minière au nord de la Côte-Nord. C'est une fille, elle-même, c'est une fille d'ouvrier de fly-in, fly-out qui travaille à Fermont. Donc, c'est un peu partir de Trois-Rivières pour aller à la rencontre de la réalité de son père, essayer de comprendre mieux comment vit son père, mais aussi comment vivait son père quand elle était petite, puis que c'est un peu sa mère qui s'occupait de la famille, tandis que lui faisait des contrats fly-in, fly-out à Fermont. Mais aussi, c'est une manière aussi d'aller vers la réalité de beaucoup d'hommes sur la Côte-Nord, parce que c'est un des gros employeurs de la Côte-Nord. Certaines femmes aussi, dans l'extrait que je vous lire, je vais vous parler d'une femme. Donc, ce qu'il y a dans son roman, c'est elle qui va à la rencontre de ces gens-là, de ces ouvriers-là, et une ouvrière aussi, puis qu'elle essaie de comprendre comment tu vis là-bas, si isolé. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir vivre de cette manière-là, fly-in, fly-out? L'isolement, le fait d'être une femme là-bas. Mais aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que c'est très cru, c'est très authentique. Ça dit vraiment certaines mentalités sur la Côte-Nord. Puis je reconnais des choses que j'ai assistées quand j'étais enfant, puis des personnes aussi dans ce livre-là. Puis un peu, je pense que j'ai lu Les Murailles après avoir écrit mon livre, mais il y a un peu, ce que je trouvais intéressant, c'est justement, j'ai pas l'impression qu'elle s'est censurée, j'ai pas l'impression qu'elle s'est dit, oh, faut peut-être pas que je dise ça, faut peut-être pas trop que je montre cette partie-là de la Côte-Nord, qu'elle a juste été là, puis elle a juste été comme, c'est ça qui est ça, c'est comme ça que les gens parlent, c'est comme ça que les gens vivent. Et je vais vous lire 2 extraits des Murailles. Puis je dois vous dire, donc, un premier extrait qui va parler du rapport aux Autochtones sur la Côte-Nord. Attention, trigger warning, c'est très raciste, ce que je vais dire. C'est un passage vraiment raciste du livre qui reflète une certaine mentalité toujours sur la Côte-Nord, mais qui est aussi, je pense, une certaine mentalité partout au Québec, quand il y a des villages, des réserves autochtones, quand les deux réalités doivent se côtoyer. Donc, un premier extrait là-dessus et un autre extrait qui est sur l'exode des régions par les jeunes qui partent de la Côte-Nord pour aller s'installer ailleurs pour étudier. Donc là, je vais vous dire le titre de ce chapitre-là. Donc, si
vous sentez que c'est comme trop raciste, vous pouvez partir, prendre une pause. Le titre du chapitre s'appelle « Les Indiens dangereux ». Je vais prendre une petite gorgée de vin. C'est correct encore, là. Je vais y aller lentement, puis ça va... Hein? Mais c'est encore correct. Je vais juste y aller lentement. Donc, les Indiens dangereux. Quand ma mère parle de Havre-Saint-Pierre, elle décrit ça comme un trou de cul du monde. C'est à peine si elle croit qu'on peut y aller en char. Il n'y a pas grand-chose là, c'est grand comme ma gueule. Quand tu l'auras au téléphone, tu lui diras qu'elle est dans le champ. T'aimes ça d'abord t'ostiner. S'il faut comparer, je dirais que c'est à peu près comme Forestville. Forestville, c'est la ville qui est à côté de l'Amiens. Donc, comme Forestville. Ils n'ont pas de centre d'achat, mais ils ont une belle quincaillerie avec un pas pire grand parking, une SAQ, un aréna, un motel. Toutes les maisons sont neuves. Honnêtement, on fait plus dur que ça dans notre bout de la Côte-Nord. Havre-Saint-Pierre, en passant, c'est en Basse-Côte-Nord. L'auteur vient de la Haute-Côte-Nord comme moi. Donc, à Havre-Saint-Pierre, ils ont aussi plus d'Inuits que nous autres. Il y en a une gang en ce moment, dans le cours du UNIMA. Je les observe discrètement, voir s'ils vont faire un truc spécial comme mettre un enfant dans le coffre ou starter la machine avec une bière entre les jambes. De notre bord de la gate, on en rencontre rarement. Tout ce qu'on se fait raconter, c'est des histoires d'horreur. Pourquoi le petit David est en famille d'accueil chez mon oncle Coco? Puis comment ça se fait qu'avant lui, il y a eu Jessica, Abraham, Anthony, Jessie, Brandon, Maurice, Sabrina, Natacha, Frédéric, Léonie, Dylan, Marco. Je me demande à quoi ressemble une réserve. Pour de vrai, j'ai jamais mis les pieds là. Jamais en allant aux Trives, on est rentré dans Berzimis. Ben trop dangereux. Je me demande si ça ressemble un peu à ce que je connais de Longuerive à Ragno. Des maisons mal entretenues, quasiment laissées à l'abandon, avec un skidoo, un 4 roues puis un truck de l'année qui chaîne, parqué en avant. Où c'est qu'il y a des plumes, il y a du vol. Promène-toi pas tout seul, soir de power. Ils prennent une bière puis la face leur change. Des plans pour se faire tuer. Ils ont tous l'air de rouler en gros char. VUS, Dodge Ram, F-150, c'est correct. Toi puis moi, si on ne payait pas les taxes, c'est ça qu'on ferait aussi. Enfant, j'avais l'impression que c'était la seule chose qui me différenciait d'eux. Ça me réconfortait de penser que notre misère se ressemblait. C'est drôle, hein? Des fois, je me dis qu'au fond, la DPJ a juste été plus vite à réagir chez eux. J'aurais bien pu finir placée, moi aussi. C'est la ville qui m'a sauvée. C'est parce qu'un jour, ma mère, amoureuse, a eu envie de... parce qu'un jour, ma mère, amoureuse, a eu envie de crisser son camp, puis elle s'est pas demandé si ça nous tentait de déménager. Ça pouvait pas être pire qu'ici. Là, c'est sacrément de commerce innocent. À part si tu veux faire pousser de la tourbe, il n'y a rien de bon là-dedans. Ils n'ont pas ce que vous cherchiez? Pas en tout. Ils vont le commander lundi. C'était les Indiens dangereux. Donc, et le deuxième extrait qui est qui parle des femmes qui travaillent dans le milieu de la construction sur la Côte-Nord, mais aussi d'exode des jeunes vers la ville, à la fin de l'extrait. L'extrait s'appelle « Nous ne parlons déjà plus le même langage ». Puis là, je vais m'asseoir parce que ça va demander que je sorte mon accent de la Côte-Nord. Sonia arrive à l'heure. Une grande blonde aux yeux bleus qui a l'air contente de me rencontrer. Elle a la peau de ceux qui travaillent dur dehors à l'année. Une peau épaisse et foncée comme celle de papa. Sonia devait être magnifique quand elle était plus jeune. Elle aurait pu être mannequin. J'embarque dans le pick-up puis on se rend au bureau de la compagnie. C'est autre chose que chez Cloutier. Plus grand, plus propre, plus de photocopieuses. Il y a même une machine à expresso. Sonia m'en offre un avant de me donner mon casque et mon dossard. Elle sourit quand je me mets tout ça sur le dos.
Un peu. Ça peut rester dans le fond du truck le temps qu'on roule. On en a pour 3/4 d'heure. Tu mettras ça même que tu débarques sur le chantier. Quand Sonia parle, on a l'impression d'entendre un Texan imiter un Gaspésien. C'est l'accent du Havre. Elle me raconte qu'après la déportation des Acadiens, ceux qui sont restés ici ont décidé d'enlever la lettre R de leur prononciation pour faire un affront au roi et à la reine d'Angleterre. C'est une belle histoire pour expliquer pourquoi elle n'est pas capable de dire pancarte sur le sens du monde. Quand Sonia parle, on a l'impression d'avoir le droit d'entendre un secret. Tout ce qu'elle raconte sonne important. Sonia vient d'un village où longtemps les bateaux étaient la seule sortie de secours, où la route ne se rendait pas, puis où il fallait avoir une bonne cave bien étanche pour garder ses réserves. Dans la vie de Sonia, tu te contentais de pas grand-chose, mais tout était plus précieux. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Le monde entier est facile à joindre. C'est pratique bien souvent, puis je peux dire que je m'ennuie de ma vie de petite fille. C'était toute une affaire dans le temps quand le bateau arrivait. Il y avait le coiffeur dessus, un coiffeur pour tout le village. On passait aux ciseaux un après l'autre, c'était pas compliqué. Mon fils ne vivra jamais ça, lui. On arrête devant un gars assez baraqué qui fait du flag. Il doit avoir 17 ou 18 ans. C'est lui, justement, Jimmy. Je l'ai fait rentrer il y a 6 mois. Jimmy a l'air à son affaire. Sa mère n'a rien à redire. Il est prêt à commencer au bas de l'échelle, puis il veut apprendre. Fait qu'ils vont lui montrer. Pour travailler ici, il faut surtout des contacts. Si ton père fait ça, puis qu'il est du bon bord, il y a des chances que toi aussi. C'est pas un job facile, il faut que tu sois fait fort. Quand tu as du goût dans la famille, ça paraît bien sur tes cartes. Puis il y a la paye. Sonia pose son regard de maman sur Jimmy. Elle lui demande si tout est beau, comme ma mère à moi quand je passe une semaine sans donner de nouvelles. Il répond franchement qu'il a déjà vu mieux, que Jack, un des 2 Indiens de l'équipe de jour, vient lui tomber d'en face. Je sais pas pourquoi, mais il est parti bien crinqué en gueulant qu'un Blanc avait pas le droit de dire quoi faire avec la terre de ses ancêtres. Il n'y a pas d'ancêtre ici. Il n'y a pas d'ancêtre ici. Sonia dit calmement à son gars de prendre un break puis appelle mon oncle sur le CB. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour se faire son idée. Va falloir que tu ailles y parler, ma Sonia. Je veux pas d'affaires de même sur mon chantier. Je traite tout le monde égal, moi. Blanc comme indien, je donnerai ma chemise pour tous mes gars, Chris. Tu le sais. J'ai même déjà engagé un nain, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'affaire à mal faire sa job sous prétexte qu'il y a une grosse tortue à un moment donné qui est passée quelque part avant eux autres. 10-4, mon Gérard. Tu reportais la petite dans la roulotte de lunch, mais y faire un tour. La roulotte en question est à une 15aine de kilomètres, ce qui donne le temps à Sonia d'apporter quelques éclaircissements à la déclaration choc que mon oncle vient de faire. Oui, c'est un vrai nain, avec pas d'os de cuisse et une face de patate. Il était débrouillard, semblerait-il. Sa job était faite comme celle de n'importe qui. Pour monter dans sa pépine, il s'était juste qu'installer une corde. Tout le monde l'appelait Tarzan. Tout ça pour dire que ton oncle n'a jamais fait de différence entre ses travailleurs. Ça va au mérite. J'ai commencé avec une pelle dans les mains, puis à cette heure, je suis cadre. Puis j'ai jamais sucé personne pour ça. Ton oncle Gérard m'a fait confiance parce que je travaillais comme du monde. C'est sûr que t'en as des caves qui pensent qu'une femme, ça n'a pas d'affaire sur un chantier. Mais d'habitude, ces gars-là, ils restent pas longtemps. Il y en a d'autres pour nous baquer. Il y a 3 semaines, quand Sylvie de Rapp s'est allée dire à l'Assemblée nationale que quand tu es une femme, il faut que tu couches pour travailler en construction, Sonia a été la première à monter au front pour réfuter. Elle a organisé une conférence de presse à Havre-Saint-Pierre. Une 12aine de travailleuses ont pris la parole. Les journaux locaux se sont présentés, mais la TV s'en est foutue. Rien à voir avec la fois où les 791 ont répondu à l'émission Enquête. J'aimerais ça pouvoir convaincre le monde. Leur faire comprendre que nos gars, c'est loin d'être des bandits, que c'est souvent juste des pères de famille qui veulent gagner leur vie. Il n'y a rien de dangereux pour une femme d'être ici, mais tu sais, moi, à TV, c'est sûr que j'ai un drôle d'accent, puis qu'il y a une gang qui remarque rien que ça. Des fois, j'ai l'impression que t'es obligé d'être en cravate pour que le monde t'écoute. Cravaté, je sais pas, mais sans scandale à compter, c'est sûr que tu deviens moins intéressante. Les scandales, c'est pas sur les chantiers qui se cachent. C'est dans les villages puis dans les cours de nos écoles, mais ça, personne n'en parle.
Qu'est-ce que tu veux dire? Sonia fixe la route. On dirait qu'elle cherche la bonne façon de dire quelque chose d'important. Au bout d'un temps, elle soupire puis me lance. Penses-tu que c'est bon que j'aille eu hâte aux 16 ans de mon gars pour qu'il lâche le secondaire? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que la construction? Tout le monde fait ça dans le bout. Mais justement, avec des études, il aurait pu... Pour qu'il aille travailler en ville. C'est comme ça que nos régions ferment, fille. Je me la ferme. Là-dedans, je suis mal placée pour parler. C'est clair et net qu'un coup parti d'ici, j'allais pas revenir. J'ai l'air fine de même à écrire de la poésie sur ma région natale, mais concrètement, j'apporte rien de plus que des histoires qui fascinent ceux qui viennent d'ailleurs. C'est pas de quoi faire rouler l'économie. C'est à croire qu'ils leur montrent rien à l'école, à part comment venir des bums. Je sais pas ce que ça prendrait pour en faire des débrouillards. On a tellement un beau coin. Si on déniaisait nos jeunes, ils feraient de quoi de bon avec ça. En tout cas, de quoi de mieux que la Romaine puis les mines à Fermont. J'ai pas besoin de plus pour revoir mes années de primaire. Ma classe de 5e année jumelée avec la 4e. Je revois M. Raymond qui puait de la gueule. Tellement découragé de nous autres qu'il donnait même plus de leçons à faire à la maison. Il arrivait de Québec, pensant qu'il avait tout vu à Limoilou, puis qu'il pouvait venir à bout de n'importe quel petit Christ avec un tableau de récompense. Il a fait 1 an sur la Côte-Nord. J'ai l'impression que ce que Sonia essaie de dire, c'est qu'on a sacrifié des générations. On donne pas de moyens aux jeunes. On les laisse là pauvres culturellement. C'est pas normal qu'une de mes sorties en fin d'étape, ça a été d'aller flatter un buck sur le hood d'un pick-up. Le pire, c'est que moi aussi, j'ai fait ça, à Colombie. Aujourd'hui, mon école, c'est rien de mieux qu'une école de rang. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus assez de flots pour remplir les groupes. Cette année, ils ont mis les prématernelles jusqu'à la 2e année ensemble. T'essaieras d'apprendre à lire avec des petites 4 ans qui font du bricolage à côté de toi. On arrive à la roulotte. Avant de descendre du truck, Sonia précise « Mais tu sais bien que si mon fils voulait partir en ville, je le laisserais faire. J'aurais le gros nerf au début, mais je finirais bien par m'habituer. » Donc, c'est tout. Puis, il y avait, en complément de ça, la lettre ouverte que Erika a écrite à Rambo Gauthier quand Rambo Gauthier voulait devenir député de la Côte-Nord. Ben, vous connaissez Rambo Gauthier? Ouais, OK. Ouais, ben c'est un... je pense... Là, Jean-Nicolas va pouvoir peut-être Non, mais tu vas voir de quoi je parle. C'est que, Rambo Gauthier, c'est une figure... C'est-tu mon cellulaire? Non, c'est bien. OK. Rambo Gauthier, c'est une figure de la Côte-Nord. C'est un syndicaliste de je ne sais pas quelle centrale. FTQ, OK. Puis, un peu, l'histoire, c'est que le syndicat à cette île a toujours été fort. Ça a tout le temps été un syndicat plus de combat, me semble. Ils ont fait de la grève de 72 qui a mené à des arrestations. Puis, il y avait même l'avocat du FLQ qui est descendu à cette île pour les aider. Donc, vraiment, du syndicalisme de combat. Je ne sais pas trop toute l'histoire de Rambo Gauthier, mais c'est un syndicaliste qui, dans une idée de protéger les jobs des gens de la Côte-Nord, pour pas qu'il y ait des gens, mettons, du Saguenay qui viennent travailler en Côte-Nord, il pétait des gueules. Il pétait des gueules à coups de batte. Puis, les gens avaient peur. Puis, justement, quand elle disait... si t'es du bon bord, c'est ça qu'elle sous-entendait. T'sais, si t'es du bon bord du syndicat de cette île, tu n'auras pas de misère. C'est quelqu'un qui était connu sur la Côte-Nord avant que... Parce que, pourquoi il s'appelle Rambo? Son nom, c'est Bernard. Pourquoi les gens l'appellent Rambo? C'est que lui, c'est quelqu'un qui faisait de l'espionnage pour le syndicat, puis qui avait tendance à comme se mettre dans la boîte, puis comme ramper, puis comme aller écouter aux portes des roulottes. Ouais. Puis c'est en faisant ça qu'il y a eu des informations privilégiées sur la corruption dans le milieu de la construction, puis qui est devenu témoin clé à la commission Charbonneau en 2008, puis que le reste du Québec ont entendu parler de lui.
Puis c'est ça. Il y a une moyenne gueule. Je sais pas si j'ai tellement mon PowerPoint rien que pour ça, mais c'est aussi quelqu'un qui était... non, il a l'air d'un lutteur. Là. Il a l'air d'un quelqu'un à la WWF. Là, puis... c'est ça, c'est qu'il est complotiste aussi. Il a été lié avec le Parti conservateur du Québec. Éric Duhem voulait le recruter. Finalement, il était comme non. Il a été proche de la meute. Il a été proche du mouvement des truckers. Je pense qu'il il a occupé Ottawa avec les truckers. Mais à l'époque, en 2017, il voulait devenir candidat indépendant à l'Assemblée nationale du Québec, puis devenir le député de la Côte-Nord. Et wow. Puis je sais pas si j'ai le temps de lire la lettre ouverte de Erika à Rambo. Ah oui. Je sais. Ouais. C'est très long, oui. Sinon, un journal aussi, c'est le fun d'aller voir mon magazine des confrères. Ouais, ou bien... à un moment donné, il avait invité... Jean-René Dufort à faire un party de crabe avec. Fait, puis ils ont comme mangé du crabe, puis ils ont bu de la bière. Puis c'est un beau moment. C'était... Non, mais c'est comme... Il y avait l'air plus glorieux un peu là-dessus, mais... donc, c'est... Ouais. Puis, si vous voulez... En tout cas, ça, c'est comme ma découverte musicale là, de l'année passée. Il y a un musicien qui a pris des témoignages de la Commission Charbonneau, puis qui a fait un album de musique jazz. Puis il a demandé à des gens de chanter les témoignages clés. Puis il a fait 2 chansons avec les témoignages de Rambo Gauthier. Et c'est excellent. C'est tellement excellent. Là, je sais pas si j'ai le temps de le mettre. Non, mais ça s'appelle. L'album s'appelle Charbonneau ou les valeurs à la bonne place. C'est Hugo Blouin qui a fait ça. Puis c'est beau. C'est vraiment parce que les 2 témoignages de Rambo ont quand même de la violence. Tu sens qu'il y a quelque chose d'agressif dedans. Puis quelque chose vraiment agressif. Puis c'est chanté par une femme. C'est chanté par une femme avec une voix quand même aiguë. Puis c'est... à un moment donné, c'est le passage où il dit « Si j'étais un député de la Côte-Nord, moi, j'aurais peur à leur place. » Puis, c'est quand même assez des choses que si tu prends ça mot pour mot, c'est assez glaçant, mais que c'est chanté par une femme, puis chanté comme avec de la contrebasse, puis de la guitare, puis de la trompette. Donc, c'était une lettre ouverte suite à Rambo Gauthier, qui a passé à Tout le monde en parle, puis qui était venu présenter son plan en tant que politicien. Salut Bernard. Je viens de regarder attentivement ton entrevue à Tout le monde en parle. Aussi attentivement que j'ai pu regarder tes passages à la commission Charbonneau. Tu le sais, ça fait longtemps que je m'intéresse à ton travail, à la façon dont tu prends la parole pour les travailleurs de la Côte-Nord. Avant d'aller plus loin, je tiens à te parler des femmes de chez nous, de celles qui aiment jaser de linge puis de leurs patentes. Je les connais. Elles sont mes tantes, mes cousines, ma mère. Et elles tiennent la maison debout. As-tu oublié comment ça marche une famille sur la Côte-Nord quand l'homme fait du 40-10? Honnêtement, tu le sais comme moi que c'est les femmes qui administrent. Que c'est elles qui se retrouvent avec la charge d'organisation quotidienne que demande une famille. C'est elles qui restent, c'est elles qui éduquent, c'est elles qui calculent puis qui postent bien souvent les chèques pour payer les termes. C'est elle qui sait ce qui est bon pour ses enfants. C'est elle qui voit ce qui manque de rien chaque jour. C'est elle qui surveille, s'inquiète, puis met ses culottes bien souvent. En plus de laver celle des autres. Si tu veux jaser de linge, ça va être à ce niveau-là. Je comprends que c'était une joke, mais mon oncle, parce qu'il a fait une joke de même, tout le monde en parle, il disait, moi, mon programme s'adresse aux hommes, parce que les femmes, puis leur linge, puis leur patente. Oui, il a dit ça. Il dit, ça m'intéresse pas, tu sais. Puis, plus les travailleurs des chantiers. C'était ça son programme. Je comprends que c'était une joke. Mes mononcles en disent des pires plusieurs fois par jour. L'affaire, c'est que mes mononcles ne se présentent pas comme députés de Duplessis aux prochaines élections. Tu le sais comme moi, tu vas passer, Bernard. On le sait tout le monde que tu vas être élu.
Alors, je me permets, à titre de citoyenne originaire de la Côte-Nord, de t'exposer mon point de vue que j'espère sera considéré plus sérieusement qu'un conseil sur des marques de brassière. Tu as dit ce soir vouloir aider la relève de chez nous. Je ne sais pas si ça a été coupé au montage, mais je n'ai pas pu déceler la façon que tu prévoyais aider cette relève. Je n'ai pas de recette miracle à t'exposer, seulement quelques observations. Tu trouves ça normal, Bernard, que les hommes de chez nous, ils travaillent sur la construction de père en fils depuis des générations? Ça paraît bien, dit de même, ça fait noble, mais tu penses pas que c'est un peu ça la source du problème? Mettons, parlons de nos enfants. De ceux qui restent et qui resteront peut-être encore à Sept-Îles, à Godbout, à Rivière-au-Tonnerre, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, mais aussi à Bécomo, à Petit-Samit, à Ragnaud, Longrive, Forestville. Dans 20 ans, on investit combien dans leur avenir? Bernard, en envoyant papa faire ses heures pour son chômage cette année, ça met du pain sur la table une couple de mois, je peux pas te contredire là-dessus, mais à long terme, ça change quoi? Quand l'école compte 30 élèves, puis qu'on s'intéresse à rien de plus que ce qui se passe à la TV, ou c'est quoi la meilleure marque de froc de skidoo? Quand on n'a pas de programme culturel pour nos jeunes, quand ils n'ont jamais vu un noir de leur vie, puis qu'ils chient dans leur short juste à penser au métro de Montréal, quand on a des paysages magnifiques qui se meurent parce qu'on n'a pas appris que c'était important de faire attention, ou qu'on refuse simplement d'en faire un attrait touristique parce qu'on a peur des étrangers. Ceux qui émigrent, mais aussi les autres, les snobs de la ville qui n'ont aucune idée de comment ça se passe pour vrai ici. Qu'est-ce que ça change à long terme que papa travaille au printemps? Rien, Bernard, rien. Les petits Kevin, Billy, Derek puis Jordan, ils vont faire comme leur père dans 20 ans parce que c'est ça qu'on leur a toujours montré. Faire son temps en espérant ne pas se faire déhoffer trop de bonheur pour être bon pour avoir son chômage. Et si la solution était dans l'ouverture, dans la culture, dans la connaissance, et si c'était pour nos écoles qu'il fallait que tu gueules fort à l'Assemblée nationale, si on éduquait nos flots sacrements, il ferait peut-être mieux que nous autres plus tard. Là, ils auraient peut-être des nouvelles idées, développeraient peut-être des compagnies. Ils verraient peut-être que ceux d'ailleurs viennent pas les voler, mais ce sont peut-être des gens avec qui ils pourraient éventuellement échanger et même faire affaire. Moi aussi, je suis tannée de me faire fourrer par en arrière, Bernard. Quand on sait que la romaine ne sera jamais rentable, mais qu'on a convaincu ma région que le projet était nécessaire pour créer des emplois, ces emplois, les seuls emplois qu'on occupe de père en fils depuis des générations, je me dis qu'il serait temps que les miens se prennent en main pour faire partie de la solution. Erika Soucy, autrice de Port-Neuf sur mer. Donc, c'est ça. Je trouve que ça venait compléter un peu d'une manière plus crue ce qu'elle paraît dans les murailles. Sinon, Marie-André Gill, que j'avais passée, qui est une autrice du Lac-Saint-Jean, qui est une autrice et une journaliste et poète Innu du Lac-Saint-Jean, qui est née à Mastoyache, qui est une réserve Innu. Je vais reprendre mes notes à quelque part pour peut-être lire sa bio, mais l'extrait que je vais vous lire, c'est de son recueil Frayé, qui parle de sa jeunesse à Mastoyache, grandir dans une réserve, celle qu'utilise le mot, et un peu, tu sais, c'est très personnel, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu politique parce qu'elle parle de la culture Innu, ben tu sais, un peu l'espèce de son peuple qui a perdu son territoire traditionnel pour aller vivre dans des réserves, qui essaye de faire vivre, continuer à faire persister la culture Innu, mais avec quand même quelque chose d'un peu caricatural, quelque chose qui est pas authentique. Mais elle parle aussi aussi qu'elle vient d'une culture qui est proche de la nature, qui vit avec la nature, qui a une relation propre avec la faune et la flore du lac Saint-Jean. Et un peu aussi, elle parle aussi de communauté, vivre dans une communauté serrée comme celle de Mastoyache. Et
il y a souvent dans son recueil aussi, elle parle de pratiques traditionnelles Innu, de la pêche, de la chasse, mais aussi du Nintendo, qu'elle joue au Nintendo. Puis d'ailleurs, le recueil de poésie, son recueil s'ouvre un peu. Il semble, non, je sais pas. Je sais qu'à un moment donné, elle cite le message de mort quand tu noies dans Mario au Nintendo. Mais je suis pas capable de le retrouver. Donc, la sélection de poèmes que j'ai fait, ça vise un peu à montrer ces différents aspects-là. Donc, au lac, le poisson qu'on cherche, c'est la Wananiche. En Innu, ça signifie celui qui se trouve partout ou le petit égaré. Des bancs, des cèdres taillés et là, géants, 4 tipis de béton. Dessus, des gravures, un castor, des raquettes, un canot, un ours, gris ciment, gris évolution, l'histoire tracée dans la fadeur. Je suis un village qui n'a pas eu le choix. Une chance, le soir, il y a l'aréna où se mangeaient les amygdales, derrière le poste de police. Il y a faire danser les aurores boréales au Nintendo, les barils de poulet de la location du vin, les joyeux festins de la fête à personne. Il y a les fins de semaine dans le bois et les perdrix à tordre. Et le lac, une chance, le lac. Donc, c'est les extraits que j'avais choisis. J'aime beaucoup, je voulais finir sur le lac, une chance, le lac. Oui, oui. C'est une personne qu'on connaît bien aussi. Et finalement, mon dernier extrait, Joyce Baker, une écrivaine de Grande-Vallée, Grande-Rivière, proche d'ici, là. Proche d'ici. Née en Gaspésie, Grande-Rivière. Et je l'ai invitée à venir, mais elle n'est pas ici en ce moment. Elle est chez son chum à Alma. Donc, mais prochaine fois, elle dit prochaine fois, elle va venir. Donc, Joyce Baker, qui est née en 89 à Grande-Rivière, en Gaspésie, qui est une écrivaine, une chercheuse aussi. C'est comme ça que je l'ai connue à Montréal. Elle est une chercheuse, une théoricienne sur la figure des femmes ingouvernables, des femmes fortes dans la culture populaire, les figures de sorcières, les super-héroïnes. Donc, elle a, hein? Les femmes ingouvernables, les femmes fortes, les sorcières, les super-héroïnes, les personnages de films. Donc, je l'ai connue via un colloque qu'elle organisait sur 3 ans ou 4 ans avec Fanny Desmeules qui s'appelait Femmes ingouvernables et qui était un colloque dédié à des figures de femmes dans la culture populaire. C'est vraiment intéressant. Là. Si vous l'invitez, je suis sûre qu'elle serait contente de parler de ça. Puis là, j'ai-tu oublié? C'est aussi... donc, elle se dit aussi une occultiste et elle a publié son premier livre écrit seulement par elle-même parce qu'elle a travaillé sur des anthologies de textes. C'est Glauque, là où la Terre se termine, récits et contes occultes. C'est ça, c'est écrit ici. Puis c'est un... Donc, je voulais trouver une figure gaspésienne à vous présenter parce que j'ai fait un peu quelques régions. Donc, autrice chercheuse universitaire. Elle habite encore Grande-Rivière. Elle partage son temps entre Grande-Rivière, Montréal et Alma. Donc, c'est un livre qui réunit des nouvelles sous forme de contes qui puisent dans les lieux gaspésiens. Elle parle beaucoup de Percé, de Grande-Rivière, de Cap-Espoir, de Bonaventure. Et elle parle des lieux gaspésiens, elle parle de folklore traditionnel franco-québécois aussi.
et aussi de culture populaire. Comme dans l'extrait que je vais vous présenter, elle s'inspire de la chanson Belzébuth des Colocs. Vous savez, la chanson avec le chat. Et c'est un peu comme si Belzébuth habitait à Grande-Rivière. Et ça va être un peu long, mais bon. C'est vraiment un bon recueil, puis c'est aussi différent, puis je trouve un peu que ça fait une boucle avec le début où ce que je parlais de mon livre et de sorcières, et son livre qui parle aussi de sorcières, de vampires, de méchants enfants aussi. Elle a, je pense, quelque chose contre les enfants parce que les enfants se font, vous allez voir, se font taper dessus. Donc, pas la chanson, la nouvelle s'appelle Élisabeth et Belzébuth. J'ai un problème avec la bande de Stancit. Quelque chose s'éternit. Je sais pas quoi dans l'air. C'est palpable. Je le sens chaque fois que je marche dans une trail terreuse. Les regards félins sont épineux entre les arbres. L'air est tendu comme un fil et j'essaye de survivre, funambule. J'ai pas vu Mortimer depuis 4 jours. C'est rare qu'il lui arrive de s'absenter aussi longtemps, à moins qu'il trouve à manger et un endroit chaud. C'est pas le plus habile, pas comme Velma. Même si elle est amputée des griffes, elle aime traquer les corbeaux. Dans la forêt, ils sont petits, mais près de la mer, leurs battements d'ailes font plier le gazon et les pissenlits. De petites tornades de plumes qui n'ont rien à envier aux plus énormes des fous de bassin. La ville a 2 côtés, l'est et l'ouest, séparés par une très longue rivière. On peut passer par le pont, mais c'est dangereux. On passe par le trestle. Le train aussi, c'est dangereux. Mais il n'y a pas d'humain sur la traque de chemin de fer, juste le train. Le calcul de la vibration sous les pattes, le stress de traverser avant qu'il passe. C'est une question de pulsation, de rythme, d'un peu de chance. Certains se font tuer. C'est arrivé à Élisabeth. Elle était vieille, l'instinct épuisé, coupée en 2. Quand un enfant a voulu la déplacer des rails, il l'a pognée par la queue et, en la tirant du sol, les tripes de la chatte se sont déroulées. Ils sont retombés en tas gluants sur le métal rouillé. L'enfant a crié. Élisabeth a séché là. Depuis, je suis affranchie. Je me débrouille. Maudit que c'est le fun dehors. Le matin où je suis partie, j'ai mangé un sushi d'aquarium, puis le boss des Bécos s'en est rendu compte de celui-là, le 3e de la semaine. Il m'a sacré dehors pour me punir. Mais je reviendrai plus. Fuck off. C'était l'été, je me suis mis à chasser. Je suis OK avec les sauvages. Je suis un chat bien normal. Pas comme toi. C'est un endroit que Rio sort. Oui. Chaque automne, il faut traverser du côté ouest de la ville de Grande-Rivière pour préparer l'hiver. On se fait des nids dans les granges, on divise ça par gang, à l'odeur, au feeling. Faut éviter celle du rang 28, par exemple. Il y a des drôles d'histoires sur ce rang-là qui datent pas mal. Paraît que la population féline, incluant les lynx, a été décimée au complet à quelque part au début du siècle. Pas par le poison, par la sauce barbecue dans l'estomac de gros barbares barbus. Ça, c'est une référence à une autre nouvelle. Faut pas aller au rang 14 non plus. Une shot, un gros matou a tué un enfant qui garochait des roches. Un bon coup de griffe dans l'œil à la bonne place, puis il est mort au bout de son sang, le petit calice. Sauf que là, le nouveau trip des petits bums du rang, c'est de voler les porter puis de les noyer dans la rivière dans des poches de jute pleines de roches. C'est le rang 40 qu'on vise. Moins d'humains, beaucoup de neige parce que c'est jamais déblayé, des lapins et des mulots, des granges vides en masse. Faut juste faire attention aux lynx et aux coyotes. Cette année, c'est un gros matou du nom de Flint qui va mener la marche pour la traverser. Il s'est mis à pisser partout autour de la traque, ça fait déjà un mois. C'est un jeune mâle bien attelé qui va choisir qui va porter ses bébés au bout de la ride. 5 km dans le froid humide d'octobre, 5 km durant lesquels on met de côté la guerre de territoire. Pas le choix, faut que ça marche. Les mystères de l'instinct de survie sont pas toujours cohérents. Donc j'ai arrêté là-dessus, mais c'est une longue nouvelle sur la traversée du pont et du chemin de fer par les chats du coin.
Et d'ailleurs, je pense que c'est Chante qui m'a dit que les tracts de chemin de fer ne marchent pas. Il n'y a pas de... OK. Ben, ça montre... Peut-être que ça date... Ben, c'est un peu comme si tu le sais, puis ça montre que l'histoire est dans le temps, là, ça date de longtemps. Peut-être, je sais pas. Moi, je vais comme c'est possible, là, c'est possible. Donc, Joyce Baker, avec le recueil Glauque, des suggestions de livres que Patrice Dansereau de la Café Librairie Nat et compagnie vous a transmis. D'auteurs liés à nés en Gaspésie, Gaspésie à l'adoption, ou qui ont écrit sur la Gaspésie. Donc, je ne les ai pas lus, mais... Nous étions les seuls de la race.